Bon, bonjour à tous. On a un sujet, la luxation simple d'épaule. C'est moi qui l'ai proposé au bureau. Et puis le bureau, gentiment, m'a dit, puisque tu le proposes, eh ben, tu le fais. Donc, c'est vrai, Laurent, ou pas? Donc, moi qui fais énormément de membres supérieurs, ben, me voilà avec ce titre. Et j'ai demandé à Robin de m'aider. Robin est un interne angevin qui actuellement est chez nous. Et on va y aller. Vas-y, Robin. Bonjour à toutes et à tous, merci à l'ASSO et aux modérateurs de nous accorder ce temps pour présenter notre mise au point sur la prise en charge des luxations gléno-humérales et leurs modalités concernant le traitement orthopédique. Attends, Robin, je te coupe tout de suite. Tu vas utiliser un créneau à la SO pour nous parler d'un sujet qui est pour moi maîtrisé. Depuis mon internat, c'est toujours la même chose. Un du-jarrier pendant 3 semaines pour tout le monde et le problème il est réglé. Que veux-tu ajouter aujourd'hui de particulier ? Justement, monsieur, parce que le dogme de cette prise en charge systématique est dépassé. Les données récentes montrent que si on applique cette recette à tout le monde sans l'individualiser, le taux de récidive chez le jeune explose à 90%. Et chez la personne âgée, on induit une raideur qui peut évoluer jusqu'à la capsulite. Bon, d'accord. Alors, première question à tous. Aujourd'hui, à main levée, qui immobilise les épaules 3 semaines ou qui a diminué sa durée? Qui immobilise les épaules 3 semaines? Alors, on va apprendre des choses. Qui a diminué son immobilisation? Eh bien, on va continuer alors. Nous allons donc procéder en 4 grandes parties avec dans un premier temps les 3 types de luxation qu'un interne peut rencontrer au cours de sa formation, l'antéromédiale, la postérieure et l'érecta. Nous traiterons des indications du traitement orthopédique et surtout de ses modalités avec un point sur les différentes rééducations. Enfin, nous nous attarderons sur les critères de la reprise au sport. Voici toutes les références sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour ce topo et nous avons rajouté par numéro pour la présentation avec les diapos qui vont suivre. Donc pour rappel, c'est la luxation de toute articulation confondue la plus fréquente aux urgences, avec en grande majorité l'antéromédiale. Elle est réduite à 90% par nos collègues urgentistes au SAU, mais une petite proportion finit au bloc en raison de plusieurs éléments, l'absence de relâchement du patient, l'impaction osseuse ou l'incarcération des parties molles, une lésion associée comme un déficit vasculo-nerveux ou une fracture. Cela nous permet donc de définir la luxation simple comme une luxation sans déficit ni fracture associée, avec une réduction sans difficulté aux urgences. Mais attends, sur la diapositive, tu as mis entre parenthèses en cas de fracture du tubercule majeur. Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce qu'il peut rentrer dans cette définition de luxation simple si après réduction, le déplacement reste inférieur à 5 mm, ce qui autorise la poursuite du traitement orthopédique et ne modifie pas la suite de la prise en charge. Comme dit à l'instant, le taux de récidive explose jusqu'à 90% si la prise en charge n'est pas adaptée. Cela concerne surtout les patients jeunes à risque avec un score ISIS élevé. Attardons-nous sur la luxation antéromédiale. Le bilan est systématique aux urgences avec un examen clinique et un bilan radiographique complet de face et de profil. Dis-moi, l'examen clinique, il est toujours bien à faire avant et après réduction? C'est automatiquement, c'est ça? Oui, monsieur, il est bien noté dans le dossier du patient. Et pour la réduction, vous avez appris de quelle façon? Oh là là, je vais faire vieux. Je tracte dans l'axe avec un contre-appui. Et puis celle qui marchait bien, que j'ai appris à Strasbourg, c'était d'asseoir les patients sur une chaise avec le creux axillaire porté sur le dossier et en mettant le genou au niveau de l'avant-bras, coude plié, on arrivait à réduire. Ça marchait pas mal, je dois dire, ça marchait pas mal. Ok, mais en utilisant ces manœuvres en force, vous risquez d'induire une fracture iatrogène. Il est plutôt recommandé d'utiliser des méthodes de décoaptation douce, comme celle de Cunningham, avec une antalgie bien condie. En fonction des centres, on peut même demander à nos collègues anesthésistes pour une LR ou une AG courte, et même un passage au bloc opératoire. Bien ensuite, le sujet de l'immobilisation, son type est varié, du jarrier, gilet 3 points, maillot clinique. Il y avait également eu plusieurs réflexions depuis 2007 entre la rotation interne et la rotation neutre, mais une méta-analyse de 2019 est venue trancher et ne montrait pas de différence significative sur le taux de récidive. Il est donc privilégié une rotation interne pour favoriser l'observance du patient. Parfait, je vois que sur notre diapo, tu répètes que les 3 semaines sont finies. Tu as vu tout à l'heure, la majorité des personnes disaient 3 semaines. Maintenant, combien de temps tu immobilises et comment la capsule va alors pouvoir cicatriser? Il est désormais recommandé d'immobiliser l'épaule une petite semaine. C'est Patterson qui nous le propose dans un article publié dès 2010 dans le JSES. Alors, pareil, je t'aime bien, Robin, mais pour moi, c'est antinomique, ton truc.
Comment veux-tu que la capsule cicatrise si l'épaule est libérée au bout d'une semaine? Le patient va faire n'importe quoi et se reluxer au moindre éternuement. En fait, l'immobilisation est uniquement à visée antalgique. Pour le reste et le risque de récidive, ce n'est pas la capsule qui va jouer le rôle majeur. Alors là, je dois te dire que je tombe des nues. Explique-moi. Si on immobilise 3 semaines, certes la capsule va cicatriser, mais dans une position distendue, de faiblesse. Des études via IRM dynamique, comme celle de Taylor en 1997, montraient que le volume articulaire reste augmenté après traitement orthopédique. La capsule est trop flasque. Des études arthroscopiques ont aussi montré que la capsule et le labrum sont arrachés et qu'après réduction, ils ne reviennent pas spontanément à leur place. C'est donc les muscles qui prennent le relais avec le concept de stabilisation dynamique. Il faut réveiller la coiffe et les fixateurs de la scapula très tôt pour qu'ils puissent plaquer la tête contre la glène. S'ils s'atrophient, ils ne pourront plus tenir l'épaule et là c'est la récidive. De plus, vers J10, on observe une inversion du ratio bénéfice-risque. Immobiliser plus longtemps ne va faire qu'augmenter la raideur et l'atrophie musculaire. Si on parle de traitement orthopédique, nous devons inclure évidemment la rééducation, qui en fait pleinement partie. En s'appuyant sur la Société française de rééducation de l'épaule et la SFA, elle se décompose en 3 phases. La phase 1 à visée antalgique et isométrie précoce du 7e jour à la 3e semaine, avec comme objectif principal la lutte contre la sidération musculaire en utilisant des exercices comme le pendulaire ou du travail isométrique sur les rotateurs. Évidemment, les mouvements d'abduction, rotation externe sont interdits. La phase 2 pour la récupération progressive des amplitudes articulaires et le travail en chaîne fermée avec des exercices comme la main en appui sur un mur et avec des mouvements de tronc, ce qui stimule les mécanorécepteurs de façon sécurisée. Le travail est ciblé sur le dentelé antérieur et les fixateurs de la scapula. Et enfin, la phase 3, dès la 6e semaine, pour le renforcement et la dynamisation de la coiffe, avec des exercices excentriques à l'aide d'élastiques. Il existe également un travail sur le secteur de l'armée en s'assurant que la coiffe plaque bien la tête humérale. L'objectif principal de la fin de cette phase est de retrouver une épaule stable, indolore et souple. Bon, alors nous voilà finis avec la luxation antéro-supérieure. Inférieure, est-ce que vous avez une question à propos de ce que vous venez d'entendre? Moi, j'ai juste une question. Vous parlez jamais donc d'opération aux patients pendant toute cette phase-là, des 3 mois. Est-ce qu'il y a un cas, vous parleriez par exemple de stabiliser d'emblée ou pas du tout? Alors le topo était vraiment basé sur le traitement orthopédique et on fait une ouverture à la fin du topo dessus. On va répondre à ta question tout à l'heure. Alors on continue. Nous passons ensuite à la luxation postérieure. Monsieur, comment faites-vous pour ne pas passer à côté aux urgences? Déjà, il y a la clinique, avec l'impossibilité de réaliser une rotation externe, qui pour moi est quasi pathognomonique de ce diagnostic. Et puis après, tu as surtout le bilan radiologique avec un profil de l'AMI, qui pour moi est indispensable. Le mécanisme du coup de cette luxation est donc différent de celui de l'antéromédial. Il s'agit d'une contraction violente des rotateurs externes plus puissants que les internes. C'est pourquoi elle se retrouve lors d'épisodes de convulsion ou d'électrisation. Les manœuvres de réduction utilisent également des méthodes douces, avec soit une traction contre traction, ou traction douce, puis on amène le bras progressivement et lentement en rotation externe pour permettre à la tête de glisser au-dessus du rebord postérieur de la glène. Le type d'immobilisation est en rotation neutre et la durée répond au même principe que nous venons d'aborder pour l'antéromédial. Ici, un exemple que nous avons reçu récemment à l'hôpital du Mans, c'était un patient qui avait fait une convulsion sur un contexte de sevrage. On l'avait réduit au bloc opératoire sous anesthésie générale et immobilisé par une attelle plâtrée en rotation neutre, relayée ensuite par une thermoformée. Concernant la rééducation, elle répond à une logique inverse, mais répartie en 3 phases également. La phase 1 jusqu'à 3 semaines pour la protection postérieure, avec flexion, adduction et rotation interne interdit, car ces mouvements poussent la tête vers l'arrière. Il faut également travailler les rotateurs externes qui permettent de plaquer la tête humérale à la glène et d'empêcher qu'elle ne glisse vers l'arrière. Il lutte également contre la spasticité réflexe des rotateurs internes en rétablissant la balance musculaire. La phase 2 a comme objectif d'éviter que la scapula ne glisse vers l'avant et favorise la sortie postérieure de la tête. Elle est donc centrée sur le renforcement des fixateurs postérieurs de la scapula, comme les rhomboïdes et le trapèze. La phase 3, à partir de 6 semaines, correspond quant à elle à la réintroduction progressive des mouvements de poussée axiale comme les pompes. Il faut être très prudent car la tête est repoussée vers la zone de fragilité postérieure. Avez-vous une question sur ces luxations postérieures? C'est très difficile de les immobiliser dans le cadre de l'urgence. Là, vous les avez mis en salle, mais toutes les attelles qui sont dans le commerce, il y a actuellement une attelle qu'il faut acheter, mais on ne l'a pas à l'hôpital, et on a du mal à les immobiliser quand on les réduit sans anesthésie générale. Là, vous avez mis une attelle plâtrée, parce
que vous êtes au bloc. Mais aux urgences, je pense que c'est très difficile de les mettre en rotation zéro là où les postérieurs. Alors nous, que ce soit au Mans ou sur Angers, on a les coussins de rotation neutre qui sont disponibles aux urgences. Effectivement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres sens. Cholet, ils ne veulent pas acheter. Donc le temps d'aller envoyer à minuit le patient chercher la telle. Mais si tu peux les avoir maintenant avec le GHT. Cholet était dans le même GHT qu'Angers, donc comme nous à Angers on l'a, oui bien sûr, mais tu peux quand même la commander. Elle est... Pourtant, on nous a dit le prix, c'est dérisoire avec le GHT à 15 €, je pense. Mais ils ne veulent pas. Le plus dur, c'est qu'ils la conservent bien et qu'elle passe pas en dessous le bras, et que ça ne sert pas d'accoudoir plutôt, tu vois, mais... Écoute, au Mans, on fait systématiquement ça, même quand ils le réduisent aux urgences. Ah oui, on leur met une attelle plâtrée. Enfin, moi, je l'ai fait... celui-là, il est fait au bloc opératoire parce que le pauvre gars, il est venu avec 2 luxations. Mais quand on arrive à les faire... Il faut reconnaître qu'il passe souvent en bloc. Moi, j'en ai réduire aux urgences, ou alors faut que les anesthésistes, ou plutôt les urgentistes, te le shootent un peu. Mais tu mets un plâtre comme ça, et puis après, tu l'emballes avec un du jarrier, et puis en consultation, tu fais après ce que tu veux. Bon, on va continuer. Donc nous terminons sur la luxation erecta. La clinique est la plus parlante, avec le patient arrivant aux urgences le bras en l'air. Elle est particulière en raison du risque important de lésions neuro jusqu'à 50%. La réduction peut se faire aux urgences, même s'il existe un déficit, car c'est souvent une neurapraxie qui se résout après la réduction, et non une lésion nerveuse nécessitant un passage au bloc. Les manœuvres répondent également à des méthodes douces, soit par traction contre traction, soit en la transformant en antéromédiale. Ok Robin, moi pour la réduction aux urgences, pas de problème, mais si tu as un déficit neurologique initial, tu lui prescris un électromyogramme systématique, oui, non? Non, ce n'est pas systématique, si le déficit s'est levé aux urgences. La levée immédiate prouve qu'il s'agit d'un phénomène de compression. Une étude récente de 2024 rappelle que les atteintes nerveuses sont dues dans la majorité à une neurapraxie. Les auteurs confirment que l'électromyogramme n'est pas indiqué si l'examen clinique redevient normal. En revanche, s'il persiste un déficit, même léger, là il a sa place. Il devrait être réalisé après 3 semaines car c'est le délai physiologique minimum où l'on peut observer à l'examen les signes indirects de la dégénérescence wallérienne. Pour l'immobilisation, son type est aussi coup de corps, mais sa durée est plus débattue dans la littérature. Certains, comme Gros, préconisent 3 semaines. Ils le justifient en expliquant que l'erecta n'est pas une simple variante de direction, mais bien un traumatisme majeur intéressant les secteurs inférieurs et supérieurs de l'épaule. Il faut donc se méfier d'autant plus d'une lésion de coiffe ou d'une fracture avulsion du tubercule majeur. Quant à la rééducation, elle suit la même logique que l'antéromédiale, mais en évitant en plus les mouvements d'abduction pendant les 6 premières semaines. Avez-vous des questions sur cette erecta qui est très rare? Et comme les choses arrivent par hasard, et hier, à l'hôpital, on vient d'en réduire une alors que je n'en avais pas vu depuis des lustres. Alors comme ça, ouais, là, très très bien, pas de problème. Soit par traction contre traction, avec un aide qui appuie sur le trapèze, soit en la transformant en antéromédiale en passant la tête devant. Tu redescends tout doucement. Sous anesthésie. Personnellement, je n'en ai pas fait moi. Moi j'ai réduit sous anesthésie. Oui. Après, ça peut se faire aux urgences. Une fois ils sont endormis, relâchés, ça revient tout seul. On est d'accord, mais le problème c'est qu'entre le gars arrive et que tu as l'accessibilité au bloc opératoire, les urgentistes ils vont avoir essayé de la réduire avant parce que voir un bras comme ça ils n'aiment pas. Surtout s'il a des signes neurologiques, mais tu as raison. Au bloc opératoire c'est entre guillemets simple. Parce que rien n'est simple, vous le savez. Enfin, la reprise du sport répond également à une approche individualisée. Chez la personne jeune et active, 4 principaux critères sont à cocher avant la reprise. L'absence de douleur et la récupération complète des mobilités, une force musculaire symétrique aux 2 bras, une absence d'appréhension au mouvement, et pour les sports de contact ou utilisant l'armée, surtout en compétition, il faut valider tes tests de force isocinétique. Ok, mon cher Robin, mais pour nos patients jeunes, j'entends bien, mais pour des gens qui vont peut-être avoir mon âge, c'est-à-dire les petits vieux qui veulent reprendre leur partie de golf, moi je ne joue pas au golf, mais je les envoie aussi passer des tests isocinétiques? Non du tout, car le risque de récidive chez la personne âgée est quasi nul. L'objectif est l'absence de douleur et la souplesse pour qu'ils puissent reprendre leurs activités quotidiennes rapidement et conserver leur autonomie. Il faut bien évidemment écarter les lésions de la coiffe à la première consultation et ne pas hésiter
à prescrire une imagerie si l'épaule reste très douloureuse ou pseudo-paralytique. On les autorise à reprendre leur activité dès que possible. Et pour le sport, on peut rester prudent sur les 6 premières semaines, surtout pour les sports sollicitant l'épaule. Hop, 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 ça passe trop vite. Nous finirons notre présentation en proposant que la prise en charge d'une luxation d'épaule simple par traitement orthopédique présente des évolutions très intéressantes. Elle s'est individualisée et inclut évidemment la rééducation qui s'avère être le point central. Cependant, comme dans une étude publiée en 2015 dans le BJSM, une prise en charge chirurgicale première est discutée dès le premier épisode chez les sujets très jeunes pratiquant des sports intensifs où le taux de récidive malgré un traitement ortho bien conduit reste important. Merci de votre attention. Avec Robin qui a fait la majorité du travail, on a été heureux de le préparer. Si vous avez des questions à nous poser, on est à votre disposition. Oula. Christophe, c'est toi qui as gardé le micro. Je commence. Alors moi j'ai une question, parce qu'on me pose souvent la question, c'est les médecins du sport qui posent cette question. La réduction de la luxation sur terrain. Parce qu'ils apprennent, et c'est souvent ça qu'on apprend aussi, nous, c'est qu'il est interdit de réduire une luxation sans être passé aux urgences, faire un bilan radio, là. Mais en pratique, les médecins du sport, ils réduisent leur luxation sur le terrain, et donc ils sont souvent un peu en porte-à-faux. Et pour en avoir parlé avec eux récemment, ils me demandaient ce qu'il fallait faire. Je leur dis, déjà, si ça fait 10 fois qu'ils se luxent l'épaule, voilà, c'est bon. Mais si c'est la première fois, on peut se poser la question, mais vraiment, qu'est-ce qu'on risque médico-légalement? Où est-ce que c'est écrit? En fait, c'est flou, finalement, ce truc-là. C'est écrit dans les bouquins, mais est-ce qu'on va aller en prison parce qu'on a tiré doucement sur une épaule et tenté de la réduire? Je pense que si c'est un médecin du sport qui le fait, ou un médecin quelconque, du sport ou quelconque, lui, il fait l'examen clinique et après, il engage sa responsabilité puisque c'est lui qui l'a réduit. Le problème après, c'est d'avoir la preuve si tu as quelque chose, s'il pète le tubercule majeur ou si il décoconne la tête, là, il va être dans la mouise. Mais sinon, il est médecin, il a le droit de le faire. La problématique, pour avoir eu ce problème-là avec les urgentistes il n'y a pas longtemps, c'est que dans leur texte à eux de DU de traumatologie, il est écrit noir sur blanc dans les DU français qu'il ne faut pas tirer dessus parce qu'ils n'ont pas de preuves radiologiques, hormis ischémie du membre. C'est-à-dire que s'il y a un problème vasculaire, là, il y a réellement une urgence. Aujourd'hui, en France, on arrive globalement à être une petite demi-heure d'un centre qui permet d'avoir une radio. Et donc, il n'y a pas de bénéfice à tirer dessus sur le terrain, hormis la douleur aiguë du patient, versus le risque d'avoir tiré sur une fracture, en fait. C'est ça le risque. Et comme on ne peut pas demander aux urgentistes qui sont tous en camion, et a fortiori aux médecins du sport, de diagnostiquer une fracture versus une luxation, ils ont préféré prendre ce dogme-là pour pas que les gens tirent. Donc pour l'instant, aujourd'hui, un urgentiste qui fait ça, il peut être embêté. Par contre, si c'est un orthopédiste ou autre, parce que c'est pas écrit noir sur blanc effectivement, mais pour les urgentistes c'est écrit noir sur blanc, et pour les DU du sport c'est écrit noir sur blanc. Pour la première luxation, pour le premier épisode. Après, quand tu as eu déjà... C'est pas écrit, il y a pas en fait, c'est à partir du moment où le bénéfice n'est pas prouvé de le faire sur le terrain versus à une demi-heure au centre de radiologie, si tu es bloqué en montagne, que tu as 3 heures d'héliport et que tu peux pas, et qu'il faut le tirer dessus, là, il n'y aura pas de problème. Mais tu ne peux pas apporter la preuve du bénéfice de le faire sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, il y a eu quand même des textes là-dessus sur les DU de traumato des urgentistes qui leur disent de ne pas le faire. Clément, passe ton micro à... Moi, j'avais une petite question. Par contre, vous n'avez pas parlé d'une étude américaine, je ne me rappelle plus du nom, sur 1000 luxations d'épaule chez les jeunes du service militaire, où ils avaient fait une étude, dans mon souvenir, où ils étudiaient 10 jours, 21 jours et 1 mois, et ils avaient fait un cut-off de l'immobilisation qui évitait le taux de récidive qui était à peu près à 21 jours. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Parce qu'à mon avis, il ne faut pas mélanger les sujets âgés, les luxations antérieures, les luxations post et les autres, parce que c'est des entités qui sont différentes. Et la vraie question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on préfère soigner comme complication? Est-ce qu'on préfère soigner une raideur ou est-ce qu'on préfère soigner une instabilité? Aujourd'hui, l'instabilité est sans doute plus facile à soigner. C'est ça la question. Elle datait de quand, l'étude? Je l'ai lu interne. C'est fin 90, début 2000. Et c'était 1000 malades. Fin 90. Enfin, la bibliographie, quand tu l'étudies, tu peux remonter des années. Au bout d'un certain moment, tu es obligé de te limiter, quoi, parce que... américains. Non, voilà. Ils sont assez agressifs sur les premières luxations de leurs soldats.
Juste un petit commentaire à ce que tu disais, Anselme, sur est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le terrain. Machin, moi, je fais partie de la commission médicale de la Fédération française d'équitation. Il y en a pas mal qui se pètent la gueule. Et le problème qu'on a d'un point de vue orthopédiste, médecin, etc., c'est que tu es pris entre deux feux. Ce qui se pète la gueule, le nombre de fois où je suis allé aider les gamins à les relever, à machin, etc., à faire diagnostic de fracture de fémur, etc., c'est fréquent. Néanmoins, d'un point de vue responsabilité, t'es dans la merde parce que t'es pris entre deux trucs. Non-assistance à personne en péril d'un côté, et donc tu te dois d'assister. Mais d'un autre côté, tu es hors de tes prérogatives de chirurgien installé à la clinique, etc. Et on peut te poser le problème. En cas de dire, mais de quelle raison, combien même tu as toutes les qualités requises. Et ça, c'est un vrai souci. Nous, pour le coup, on se démerde avec, on est en train de voir pour vraiment pouvoir assurer les volontaires, parce que t'es pas payé pour faire ça, ni rien du tout. Et hormis l'ambulancier qui, lui, est payé pour relever PSC2, je sais pas quoi, machin, lui, il a le droit que toi, t'as pas le droit. Donc c'est pour ça le médecin du sport qui est salarié du club, ou en tout cas qui a un contrat avec le club, qui va jouer à tirer dessus, il consigne tout bien, je pense qu'il n'est pas emmerdé. Toi, pour rendre service en disant attends, bouge pas, moi je vais te réduire ça, en cas de problème, tu peux être inquiété. Bon, on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous tous.